Nous sommes aujourd'hui dans ce que le Time qui fait sa couverture appelle le dénouement, la fin de la campagne présidentielle aux États-Unis. Et le grand problème, c'est que cette campagne est là, vampirisée tous les journaux du monde entier. Cela démontre à la fois que les États-Unis, évidemment, sont la superpuissance mondiale. Le président, son élection, il a une importance pour chaque habitant de la Terre, hélas. Mais surtout, il y a la volonté de montrer dans cette élection américaine que les États-Unis seraient le modèle parfait de la démocratie. C'est cette démocratie qu'on veut imposer, notamment en Afrique. Et je suis en colère lorsque j'entends sur les plateaux d'Afrique Média des panélistes défendre une démocratie qui serait universelle, qui serait la même partout dans le monde. Ce n'est pas vrai. Chaque peuple a sa voix démocratique et ce qu'on appelle la démocratie occidentale sur le modèle américain, c'est en réalité le parlementarisme bourgeois et ce sont des oligarchies où l'élection n'est que la consécration d'un processus de décision politique qui se fait avant et en dehors des urnes. Il y a cette semaine le grand journal américain d'opinion Counterpunch. C'est un magazine extrêmement virulent. Il parle, lui, du gouvernement invisible qui se cache derrière l'élection et il a raison. Tout d'abord, il faut dire quelque chose, c'est que quelle est cette élection? Est-ce qu'elle est démocratique? Est-ce qu'elle révèle la volonté du peuple américain? Environ 120 millions d'Américains vont aller voter sur une population de 330 millions. C'est une minorité. Et cette minorité n'a pas conscience qu'elle ne fait que participer à un grand théâtre. Deuxièmement, la vie politique américaine ne se résume pas aux républicains de Great Old Party et aux démocrates. Il y a des dizaines de partis politiques, de candidats indépendants. À cette élection-ci, ils sont 4. Il y a, à côté de Clinton et de Trump, une candidate écologiste et un candidat libertarien. C'est un parti qu'il ne faut pas confondre avec le Parti libéral. Ils étaient aux élections précédentes présidentielles. Il y avait 12 partis hors des deux désignés pour être les présidentiables. C'est donc une vitrine électorale qui ne représente pas la réalité du pays. Derrière cette élection, il y a surtout l'argent. Depuis le début des années 60, l'élection, elle est l'affaire d'hommes riches, soit parce qu'ils ont réussi ou hérité de fortune comme Trump dans les affaires, soit parce qu'ils sont des magnats du pétrole comme la dynastie Bush, soit parce qu'ils sont millionnaires dans d'autres domaines comme l'ont été les Kennedy, soit c'est le cas des Clinton qui, eux, sont les premiers à devenir riches dans leur famille et ils le sont par la politique, soit parce qu'ils se sont fait les représentants de lobbies qui collectent de l'argent pour eux. L'élection, c'est une affaire de millions et de millions de dollars. Il n'y a plus aucune chance pour une force alternative qui n'est pas soutenue par le monde de la finance et des médias. On parlait des lobbies. Derrière la politique américaine, il y a des lobbies. Il y a tout d'abord des lobbies nationaux. Ils représentent des causes. Le plus célèbre, c'est la fameuse NRA, qui est présidée par l'acteur Charlton Heston. La NRA, c'est le lobby qui défend le droit pour les Américains de porter une arme sur eux. C'est ce qui fait des milliers de morts aux États-Unis chaque année. La deuxième, il y a toute une série de lobbies. Il y a le fameux lobby militaro-industriel qui est celui des marchands d'armes, dont on dit avec raison qu'on ne peut pas être élu président contre lui. Il y a ensuite les lobbies qui représentent des intérêts étrangers. Le plus célèbre, c'est l'AIPAC, American Israeli Action Politics, l'AIPAC Committee. L'AIPAC, qu'est-ce que c'est? C'est le comité d'action américano-israélien. C'est ce qu'on appelait dans les années 60 au sein des communautés juives elles-mêmes le lobby juif. On l'appelle aujourd'hui le lobby israélien. C'est le lobby aussi qui a la plus grosse capacité de récolte de fonds électoraux. Avec cette récolte de fonds qui est dans les mains de l'AIPAC, il finance des candidats dans tous les secteurs de la politique, républicains, démocrates, petits partis ou politiciens alternatifs. C'est une puissance immense. Le deuxième grand lobby, vous n'allez pas être surpris, c'est le lobby des pétroliers saoudiens. Officiellement, il est opposé à Israël. Dans la pratique, exactement comme Riyad et Tel Aviv s'entendent en diplomatie comme larron en foire,
eh bien, l'AIPAC et le lobby saoudien sont copains comme cochons. Ces expressions françaises issues du Moyen-Âge, elles sont savoureuses, mais elles expliquent mieux les choses que de longues analyses de sciences politiques. Après tout ça, évidemment, vous comprenez que l'élection, elle est extrêmement encadrée et que les gens que l'on permet, au travers ce système des primaires, d'être candidats, d'arriver à la dernière phase, sont des gens qui ont été choisis. Venons-en à l'élection actuelle parce qu'elle est particulière. Le système jusque-là, comme je vous l'ai dit, se contentait de choisir l'accession de candidats républicains et démocrates qui devaient tous deux avoir fait allégeance à la fois à l'AIPAC, c'est-à-dire à soutenir la politique israélienne, et au lobby militaro-industriel, c'est-à-dire soutenir les marchands d'armes et les généraux. Mais cette élection-ci, elle est spéciale. Nous sommes entrés dans une décennie géopolitique que j'ai appelée, selon la formule du grand philosophe allemand Spengler, des années décisives. C'est pendant ces 10 années que les Américains entendent vaincre à la fois Moscou et Pékin, et comme le disent par exemple les géostratèges du think tank Stratford, qui est le think tank qui est la voix justement du lobby militaro-industriel, eh bien, eux disent que le 21e siècle doit à nouveau, comme la seconde moitié du 20e, être un siècle américain. À partir de ce moment-là, il y a une volonté de confrontation avec la Chine, la Russie, etc. Il y a la volonté d'entrer dans une nouvelle course aux armements dont les industriels de l'armement attendent de plantureux bénéfices. Victor Hugo disait dans une formule extrêmement cynique que la guerre ne profitait qu'aux marchands de canons. Il ajoutait que le monde des bourgeois, l'amour c'était les femmes des autres, les affaires c'était l'argent des autres, la guerre c'était la peau des autres. On est dans cette vision, on est dans ce système. Et donc le système américain, il a décidé d'orienter l'élection dès avant les primaires, de pousser en avant Hillary Clinton comme candidate démocrate. Hillary Clinton, elle est à la fois la candidate de l'AIPAC, mais auquel Trump a également fait allégeance. Elle est la candidate du lobby militaro-industriel. Elle est la candidate surtout, bien que démocrate, de l'aile radicale qu'on appelle les néoconservateurs, les néocons, du parti républicain qui formait l'ossature du régime de Bush II. C'est eux qui ont fait la guerre en Irak, par exemple, et en Afghanistan. Et qui ont mis au point ce qui allait devenir, avec Obama qui a repris leur plan, le printemps arabe. À partir de ce moment-là, on a poussé chez les républicains un candidat dont le système pensait qu'il n'avait aucune chance. C'est Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui est républicain, mais qui n'est pas sous le contrôle du parti. C'est ce que les Américains appellent en politique un maverick. Le maverick, qu'est-ce que c'est à l'origine? Dans les gros troupeaux de bœufs des westerns américains de la conquête de l'Ouest, le troupeau obéit à la logique du groupe, mais il y a des grands mâles puissants qui n'obéissent qu'à leur volonté. Ce sont les mavericks qui n'en font qu'à leur tête. C'est ce qu'est Donald Trump. Ils ont évidemment oublié cela lorsqu'ils l'ont poussé en avant. On a trafiqué les sondages en les orientant pour que ce candidat qui n'était crédité de moins d'1% fin 2014 gagne les primaires. Et ils se sont dit qu'avec son côté excessif, les scandales qu'il traîne, financiers, sexuels, son sexisme apparent, ils se sont dit que Trump n'avait aucune chance. Ils se sont trompés, évidemment. Trump s'est pris au jeu. Il a fait tout d'abord neutraliser l'AIPAC en se montrant encore plus pro-israélien que Hillary Clinton. Si Hillary Clinton, c'est la guerre possible avec la Russie et la Chine, Donald Trump, c'est la guerre possible avec l'Iran. Et on sait que l'AIPAC s'est battu, notamment lors de la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis l'année dernière. Nous avons, Bachir fait une émission spéciale du grand jeu là-dessus. On sait que l'AIPAC s'est battu pour qu'il n'y ait pas la pacification, les accords de Genève sur le nucléaire civil iranien, dont lorsque Trump est violemment anti-musulman et anti-iranien, l'AIPAC boit du petit lait. Et Trump a fait une campagne très agressive. Il a été là-dedans, il a été, disons-le franchement, aidé par un puissant courant d'opinion qui est soutenu par la Russie. La Russie n'a pas de sympathie pour Trump, mais elle est amusée
et elle veut tout ce qui déstabilise évidemment les États-Unis. Elle a donc lancé un mouvement d'opinion pour Trump, et elle a notamment activé Wikileaks. Vous savez que les mauvaises langues disent que Wikileaks, c'est une annexe du Kremlin. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais ce que fait Assange depuis 2 ans sert évidemment souvent la politique russe. C'est le cas dans la présidentielle ici américaine. Assange a relancé la fameuse polémique sur les emails et le scandale de Benghazi, et il a réduit l'avance qu'avait médiatique, politique et électorale d'Hillary Clinton sur Donald Trump. Ils sont côte à côte pour ce dernier stade de l'élection. Il y a enfin une dernière chose à dire sur cette élection. On peut se poser des questions sur l'attitude trouble du FBI. Le FBI, donc, c'est l'organisme américain qui fait à la fois le contre-espionnage et la police politique. Pour ceux qui connaîtraient un peu la politique française, c'est à la fois la DST et les renseignements généraux. Et le directeur du FBI, James Comey, c'est un ultra-conservateur, proche des néocons. Il a été mis en place en 2003 par George Bush, mais on a un peu l'impression dans cette affaire que le FBI tente un coup d'État intérieur et tente à prendre l'ascendant sur les 2 partis politiques par une politique qui est de chantage, d'enquête diffamatoire. On se souvient quand même que du temps du fondateur, évidemment, du FBI, ça a été la même chose, évidemment. Le FBI était devenu un État dans l'État qui faisait chanter les politiciens. Ils ont même fait chanter les Kennedy au cours de la présidence. On a un peu l'impression que le FBI est en train de rejouer ce même jeu. Il faut savoir que face à la volonté de relancer l'enquête contre Hillary Clinton avec des poursuites devant un grand jury, vous savez qu'elle a menti devant des commissions d'enquête parlementaires et qu'elle a détruit plus de 15 000 emails dont on lui avait donné l'ordre de les fournir à la justice. Mais si la presse ici ne parle que des ennuis de Clinton, la presse américaine, elle parle des ennuis de Trump. Le FBI entend aussi traduire Trump devant des grands jurys pour des scandales de nature sexuelle, et aussi, on y est dans le soutien russe, pour être un agent d'influence de la Russie aux États-Unis, non déclaré. Vous pouvez être lobbyiste pour la Russie aux États-Unis, mais il faut vous déclarer agent de l'étranger. Trump n'est évidemment pas ça. Il est piégé par la politique agressive du Kremlin contre la Maison-Blanche. Et quand on voit tout ça, le FBI évoluer, mettre sur la touche les 2 candidats, expliquer que celui qui sera élu président pourra quand même être poursuivi, on a un peu l'impression qu'on est revenu devant le FBI agressif des années 1945-1960, devant ceux qui faisaient trembler les Kennedy au ministère de la Justice et de la Maison-Blanche. Tout cela, pour vous expliquer, mon cher Bachir, quel que soit le président élu, la politique américaine va rester celle de l'oligarchie politico-financière, celle qui gouverne les États-Unis depuis George Washington, depuis les premiers jours de l'indépendance en 1776. Il va rester le candidat du lobby militaire industriel, le candidat de l'AIPAC. Tout cela, on est très loin d'une démocratie universelle ou exemplaire. On est devant une fausse démocratie, devant une oligarchie qui a confisqué le pouvoir au peuple américain.